Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, c'est probablement une des vidéos les plus attendues de l'année et on va faire notre top Méritas des meilleurs jeux de 2021, donc un top par catégorie. Et cette année, on a décidé, LP, d'innover un petit peu et puis d'ajouter quelques catégories. Ouais, ben dans le fond, on avait commencé il y a quelques années avec 10, avec le temps, on était monté à 15 catégories. Là, on s'était fait suggérer l'an dernier de se faire acheter encore certaines catégories, puis d'avoir certaines catégories qui peuvent se rajouter ou s'enlever selon les jeux qui sortent dans l'année. Puis qu'on est monté à 20. Ce qui, vous en conviendrez, va faire une vidéo un peu trop long. Donc là, on va le faire vraiment en deux sections. C'est pas un top 10, c'est pas les 10 meilleurs jeux nécessairement. On a 20 catégories différentes qu'on va nommer, qu'on va présenter une à la suite de l'autre. Et dans chaque catégorie, on va nommer un jeu qui est le meilleur dans cette catégorie-là, selon nous, évidemment. On respecte certaines petites règles pour récompenser le plus de jeux possible. On ne nommera pas le même jeu deux fois, sauf la dernière catégorie, le jeu de l'année, où là, on va reprendre un des 19 jeux qu'on va avoir déjà nommés. Dans l'ensemble, ça va ressembler à ceci. Fait que c'est vraiment des prix Méritas. On est enseignant, fait qu'on s'inspire de ça pour aller récompenser des jeux dans diverses catégories qui peuvent être de tout acabit. Ouais, puis ça permet de varier puis de récompenser des jeux qu'on parlerait pas ou qu'on mentionnerait pas si on faisait un top 10 classique. Parce que souvent, un style de jeu qu'on aime beaucoup, il y aurait peut-être 5 jeux dans ce style-là. Ouais, c'est ça. C'est plus varié comme ça, c'est le fun. Ça fait des choix déchirants parce que ça n'exclut d'autres aussi qui se seraient peut-être retrouvés dans un top 10 classique, mais d'une façon ou d'une autre, ça permet de parler de beaucoup de jeux. Donc, sans plus tarder, on va commencer la première partie de notre top Méritas de 2021 avec nos 10 premières catégories. Donc, la première, c'est pas nécessairement celle que tu veux te retrouver dedans. Donc, c'est le Méritas de la déception de l'année. Ouais. Je vais te laisser commencer avec celui-là. Parfait. Moi, dans mon cas, c'est un jeu, il a fallu que je fasse un peu de recherche juste pour savoir quand est-ce qu'il était sorti, parce qu'il y a une version 1, il y a une version 1.1, la version 1.1, je pense que c'était celle-là que j'ai joué, mais je ne suis pas sûr à 100%. Elle est officiellement sortie en 2021, c'est un jeu de 2019 en tant que tel. En fait, il coche toutes les cases pour être un jeu qui était censé être un coup de circuit, et là, je parle de Midara. Dans Midara, qui est Unintentional Malum Act 1, je ne sais pas trop. Tu vas voir qu'il y en a un qui est officiellement, la date de sortie, c'est 2019. Il y a une version qui est sortie en 2021. C'est quelqu'un qui me l'a prêté. C'est censé être un coup de circuit pour moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawl avec un énorme livre d'histoire là, qui est littéralement 5, 6, 7 cm d'épais. Avec t'as des histoires qui vont avoir différents embranchements. Tu vas prendre éventuellement des décisions pour voir qu'est-ce qui va se passer plus tard dans la quête. C'est très, très de style animé japonais à la Persona, Final Fantasy et compagnie. Le système de combat est relativement classique. Il me fait penser un petit peu à celui de Sword and Sorcery ou à des trucs comme Descent, par exemple, où tu vas, grosso modo, lancer 2 dés, essayer d'obtenir le chiffre le plus haut possible pour battre la difficulté de ce que tu essaies de faire. Puis si tu réussis à battre cette dite difficulté, tu vas activer différents symboles qu'il y a sur tes dés, comme on voit à l'écran, là, les petits boucliers des étoiles, les livres qui sont sur les dés vont activer différentes affaires. Fait que au niveau mécanique, c'est pas qu'il y ait une déception au niveau mécanique, il est correct au niveau mécanique, il n'est pas, selon moi, il n'est pas révolutionnaire. Et je le trouve très, très swingy, là, le terme qu'on va utiliser en anglais, c'est-à-dire que quand tu vas faire un jet, juste ton premier jet que tu fais dans ton premier jet de combat, tes résultats sont entre 2 et 14. Le premier monstre que tu attaques, si tu fais 8, tu ne fais rien. Mais si tu fais 9, tu as 1 point de dégâts qui passe. Et là, toutes tes habiletés peuvent embarquer. Fait que donc, à 8, tu ne fais rien. À 9, tu le tues. Ouais. Fait que je l'ai trouvé très, 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 très aléatoire, plus que d'autres jeux du même genre, avec pas tant de façon de le mitiger comme ça en début de campagne. Mais surtout, moi, ce qui est venu tuer le jeu pour moi, c'est son style visuel et sa narration. C'est un jeu qui a une narration très angst. C'est une gang d'ados frustrés, fils de princesse, fils de roi qui se promènent, extrêmement cliché
dans la façon dont les personnages sont décrits puis dans la façon dont les personnages vont se comporter. Tu as vraiment l'impression de... Tu sais, si quand tu écoutes Attack on Titan puis certains des personnages te tombent sur les nerfs parce qu'ils sont tout le temps choqués, en train de crier, frustrés, ce jeu-là va te tomber, selon moi, sur les nerfs. Si dans Persona, il y a certains personnages que tu trouves nunuches, puis que des fois les dialogues, tu les trouves un peu maladroits puis un peu malaisants, ben tu vas retrouver ce genre d'impression-là dans ce jeu-là. J'ai trouvé la narration extrêmement mauvaise, beaucoup pire qu'un jeu comme Gloomhaven. Et je rajoute que le style visuel du jeu, t'as juste des filles tout nues avec une feuille bien placée. Là. Ok, ouais. Moi, ça m'a été agressant. C'est un jeu que je serais gêné de l'installer sur une table puis que j'ai des visiteurs qui rentrent dans la maison me demander à quoi je joue à ce point-là. Fait que Ok. moi, ça a fait, on remballe tout ça. Je ne veux rien savoir. Fait que ça a été une grande déception parce que je l'attendais beaucoup. Au niveau des bonnes nouvelles, la personne qui me l'a prêté m'a sauvé au moins 400-500 $ parce que je m'enlignais pour aller relativement dans un all-in quand ils vont rouvrir la prochaine campagne. Mais moi, ça a été un non monumental. Ok. Et c'était mis d'avant, ma déception de l'année. Ok, c'est bon. Moi, je vais aller avec le jeu The Hunger, le jeu de Richard Garfield de deck building, entre guillemets. C'est plutôt un jeu de pourrissage de deck, en fait. Là. Ouais. Donc, on incarne des vampires, puis on va avoir un plateau, on va se promener sur le plateau, puis on va essayer d'aller chasser des humains, donc de scorer des points en chassant des humains. Mais en chassant des humains, c'est qu'on va gagner les cartes d'humains qui sont toutes négatives ou qui font rien. Quand ils font rien, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas si peu une carte qui fait rien dans ton deck, c'est classique dans Ouais. un deck building, mais la plupart des humains vont avoir des effets négatifs, et quand je vais les piger plus tard, je vais avoir moins de déplacements, ils vont me faire un effet négatif, ils vont m'obliger à aller dans une certaine direction sur le plateau. Fait que bref, c'est comme si le jeu t'attaquait constamment. Fait que c'est très take that comme style de jeu. Puis Ok. ce que j'aime moi dans les jeux de deck building, c'est justement de construire un deck, d'aller chercher des combos puis tout ça. Oui, il y a quelques effets de combo dans le jeu parce que tu peux avoir des cartes qui fait que si tu as joué deux humains ou tu as joué un humain dans ce tour-là, ben, tu vas avoir un petit bonus. Mais en même temps, vu que la carte d'humain est poche ou elle t'enlève des trucs, le combo que tu fais, c'est comme si ça annule un peu la carte d'humain, mais ça fait pas un. Ouais, c'est pas un combo si le fun que ça à faire. Là. Ouais, c'est un combo qui va te donner un tour correct pour essayer de neutraliser une pénalité. Fait que l'effet de combo est assez moyen selon moi, dans les parties que j'ai jouées du moins. Mais sinon, l'aspect course était intéressant. Le gros point positif dans le jeu, c'est que tu as des genres de tuiles de quête qui sont des objectifs à court terme ou à long terme que tu vas essayer pour le scoring de fin de partie. Fait que tu vas aller visiter les cryptes puis ramasser des objectifs pendant la game. Fait que ça, c'est le fun parce que tu vas essayer justement de les faire pour aller chercher ces bonus de points-là. Mais c'est ça, le fait de pourrir son deck tout le temps, j'ai pas trouvé ça super le fun à construire. Puis comme joueur, j'ai pas trouvé ça le fun et motivant à faire Ok. comme exercice. Oui, il y a une certaine Ah oui. originalité dans le concept, mais pour moi, ça manquait crucialement de combos puis d'effets. Le fun que j'aime dans ce style de jeu de cartes-là. Puis on le retrouvait pas dans The Hunger, fait que ça a été une certaine D'accord. déception. Il y en a beaucoup qui le comparaient à Clank parce que c'est des deck building avec un plateau et un aspect course de tous les deux. Ouais. Mais outre ça, le fonctionnement est quand même pas mal différent d'un à l'autre. Il y a le même principe que si t'es pas rendu à telle place à la fin de la game, tu peux être éliminé, là, un peu comme dans Clank. Si t'étais pas sorti du donjon, ben, le dragon pouvait t'éliminer. Mais au-delà de ça, je pense que je vais quand même préférer Clank versus ce jeu-là. Euh, Ouais, donc, Clank euh, a l'air d'être d'accord derrière, ben d'ailleurs. c'est ça, il vient de miauler, il était Je comme. pense qu'il a entendu son nom. C'est quand même drôle, ça. Donc, voilà, Euh, ma déception de l'année, c'est The Hunger de OK. Richard Garfield. Parfait. Fait que si on continue notre prochaine catégorie, on avait la recrue de l'année, ce qu'on appelait la recrue de l'année, c'était une suggestion d'un de nos fans l'an dernier. On trouvait le débat. Dans le fond, c'était un jeu qu'on a joué pour la première fois en 2021, mais qui n'est pas de 2021. Fait qu'un plus vieux jeu qu'on pouvait trouver en magasin depuis plusieurs années, mais que les circonstances ont fait que c'est la première fois qu'on y jouait. Ouais. Donc, David, je te laisse commencer. Ok, parfait. Moi, c'est un des classiques de 2020 que j'avais pas OK. joué l'année passée quand on a fait le top de 2020. Fait que je vais y aller avec Dune Imperium, Ah, ouais. qui techniquement est sorti en 2020 ici au Canada dans la version
anglaise, l'original. Il est sorti, je sais qu'il est sorti en 2021 en français, mais comme on l'avait mentionné dans notre top de 2020, mais j'ai décidé de lui donner ma recrue de l'année parce que je pense que c'était un des meilleurs jeux de cette année-là, de 2020. C'est un solide jeu de deck building. C'est un jeu aussi avec de la confrontation, un peu des combats. On va essayer de gagner des conflits pour gagner certaines récompenses. Puis qu'il y a un aspect de confrontation quand même. Tu as un aspect de placement d'ouvriers qui va se faire aussi sur le plateau parce on va jouer des cartes pour déployer nos agents. Les agents, c'est comme les ouvriers, vont activer différents spots, nous donner des ressources, nous faire monter sur des pistes de réputation sur les différentes factions. Donc, vont nous donner des choses. Après ça, ben, on va. Les cartes qu'on n'aura pas jouées pour déployer nos agents, c'est les cartes qu'on va jouer, qu'on va révéler en fait pour recruter une carte ou des cartes, acheter des nouvelles cartes pour notre deck. Puis il y a différents effets aussi. Là. Ces cartes-là peuvent te donner des bonus, peuvent te donner de l'argent, de l'épice, peuvent te donner des petites épées pour augmenter ta valeur de combat pour le conflit. Donc c'est un jeu vraiment très très serré parce que le but du jeu c'est de faire 10 points. Fait que ça paraît pas gros. Fait que pour une partie de 10 points, quand t'en fais un ou deux dans un tour, c'est un gros tour. Là. Tu viens de faire 20% de ta game dans le même tour. Donc il est super intéressant, il est super tendu. J'ai joué une partie avec l'extension dernièrement qui est vraiment bonne aussi, qui ajoute des beaux petits ajouts avec des tuiles technologiques puis des trucs comme ça. Donc j'ai bien apprécié. À chaque fois que j'y rejoue, je le trouve très bon. Puis ça me donne le goût de rejouer et de continuer à le découvrir. Je pense que c'est un jeu qui est à son meilleur à 3 ou 4 joueurs. Là. Vu l'interaction puis le côté conflit, ça enlève aussi l'espèce d'automa un peu aléatoire qu'on mettrait dans une partie à solo ou une partie à solo, il y a deux automas même. Puis à 2 joueurs, il y en a un seul. C'est pas mon automa préféré. Fait que je suis d'accord que c'est à partir de 3 qui brille. Donc, Dune Imperium qui serait ma recrue de l'année parce que j'y avais pas encore joué quand on avait fait le top 2020 l'année passée. Très bon choix. Dans mon cas, ma recrue de l'année, c'est un jeu un peu plus vieux, un jeu de 2017. C'est l'un des plus connus. Je pense le deuxième mieux coté de notre ami Lacerda. C'est le jeu Lisboa, que j'ai joué au début, je pense, de l'année 2021 pour la première fois, après quelques années de retard. Fait que Lisboa, c'est un jeu qui va combiner plusieurs mécaniques. C'est un jeu où on va tenter de marquer des points de victoire. On est en train de reconstruire la ville de Lisbonne au Portugal, au 16e, 17e siècle, après qu'il y ait eu une catastrophe, là, un tremblement de terre, une inondation, des feux dans toute la ville. Fait qu'on va avoir une main de cartes qu'on va jouer à son tour de jeu. On va jouer une carte. Là, elle peut se jouer de différentes façons selon ce qu'on veut faire. Fait qu'on peut aller, on peut aller demander des faveurs aux différents nobles de la ville qui vont nous permettre soit de déployer nos propres agents là, pour influencer ces 10 nobles, soit on va aller chercher des cartes qui vont nous permettre de marquer des points de victoire à la fin de la partie. On va pouvoir prendre des actions pour aller construire la ville de Lisboa. Quand on va la construire, on va ramasser des espèces de cubes de ce qui restait, qui est allumé dans la ville. Ces cubes-là vont nous faire des effets de combo sur notre petit plateau personnel où ça va augmenter notre capacité de ressources, tout ça. Les bâtiments qu'on va aller construire vont nous donner accès à la production de ressources, évidemment. Puis aussi, on va aller placer une deuxième catégorie de bâtiments autour du plateau, là, que tu vois à gauche, à droite et au-dessus du plateau, qui va permettre de faire marquer des points à nos bâtiments. Il y a un concept de majorité aussi selon les couleurs de bâtiments qu'on a placés. Il y a l'église qu'il faut influencer avec un prêtre qui se promène au centre du plateau qui va nous donner accès à des petites tuiles bonus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des bateaux, des marchandises qu'on peut vendre sur des bateaux, des cartes de bateaux qu'on peut construire sur les différents plateaux. Je peux vendre sur mes bateaux, je peux vendre sur tes bateaux. Je vais bloquer les espaces si je vends sur tes bateaux, mais c'est toi qui vas faire les points de victoire. Fait qu'on comprend le concept. C'est un jeu qui a plein d'interactions entre les différentes mécaniques du jeu. Elles sont intrinsèquement liées les unes aux autres. Tout influence tout. Il faut penser à tout quand on joue à ça. Fait que c'est un énorme jeu, beaucoup de règles qui se joue pour un Lacerda. C'est un des Lacerda que j'ai joué qui se joue le plus rapidement. C'est-à-dire 2 joueurs. Mettons une partie de 2 habitués, on parle d'1h30, 1h45, là, quand je dis rapidement quand même. C'est pas un jeu de 45 minutes. C'est un jeu que le placement est quand même assez long. Le visuel, il est particulier. Il va diviser les gens. Il y en a qui vont le détester, il y en a qui vont l'aimer. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont beaucoup, beaucoup aimé.
Fait que c'est un jeu, si on tripe gestion de ressources, gestion de main de carte, construction de bâtiments, la majorité d'influence, tout ça, il y a plein de mécaniques. À peu près toutes les mécaniques euro, sauf peut-être l'enchère, sont à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que c'est un énorme euro dans lequel on va prendre beaucoup de plaisir si on aime les gros euros là, qu'on passe là, le point à côté sur le bord de la tête à réfléchir aux différentes actions qu'on peut entreprendre. C'est une de mes très belles découvertes de l'année. Très bon choix. Lisboa. Ensuite, on arrive à notre troisième méritage, ce qui est la meilleure extension de l'année. Yes. Je vais te laisser y aller. Ça a clairement dû être plus difficile que moi, parce que j'en joue pas des tonnes dans cette année. En fait, c'est drôle parce que mes deux finalistes étaient pour le même jeu. Fait qu'il a fallu que je tranche parce qu'il y a eu une grosse vague d'extensions pour un jeu en particulier qui sont sortis cette année. Et j'ai fini par choisir The Infinity Gauntlet pour Marvel United. Marvel United, c'est un bon jeu. C'est un jeu où, grosso modo, tu as 3 cartes à ton tour. Tu piges une carte, tu joues une de tes 4 cartes. C'est un jeu coopératif. La carte que tu vas jouer va te donner accès à différents icônes, différents pouvoirs, puis tu vas essayer de battre le vilain qu'on a choisi pour le scénario. C'est coop, fait que la partie coopérative du jeu est que la carte que je joue va donner des icônes également au joueur qui va jouer après moi, grosso modo. Puis là, les vilains, on va se promener sur un petit plateau, des tuiles, puis les méchants vont se promener sur des tuiles aussi, on va se courir après, on va leur taper dessus, on va nous taper dessus. C'est un jeu qui est très, très simple, c'est un jeu qui est très bien, mais qui va chercher toute sa richesse en ayant différentes extensions. Fait que j'ai failli nommer toutes les extensions de Marvel United en un bloc, mais là, j'ai décidé d'en choisir une, parce que c'est un jeu qui est le fun. Plus on a d'extensions, plus il est agréable, parce que c'est des parties de 20-25 minutes, très rapides, puis ça nous permet d'essayer différents personnages. Puis pourquoi j'ai choisi Infinity Gauntlet, c'est qu'il amène un petit concept de campagne qui se joue en une soirée. David, on l'a fait très récemment. On l'a fait hier. Ça se joue en 1h30. Puis en 90 minutes, on a fait la campagne au complet. Puis ce que tu fais, c'est que tu choisis 3 vilains qui vont courir après les pierres d'infinité. Puis selon la vitesse à laquelle tu bats chacun des vilains, ils vont donner un certain nombre de pierres d'infinité à Thanos, qui lui va les avoir dans son deck pour la dernière partie de la campagne. Puis il faut battre Thanos pour gagner la campagne. Fait que ce que j'aime de cette campagne-là, c'est qu'elle me permet, dans la boîte de base, on est censé réutiliser toujours les 3 mêmes vilains, mais il n'y a rien qui empêche de les changer, puis ça permet de faire des campagnes à 4 parties, puis on se fait 4 équipes de 2 de différents héros pour chacune des 4 batailles de la campagne. C'est très thématique, un peu comme dans les films. Ça se passe à différents endroits en même temps, c'est ça qu'on se dit. Et on choisit des vilains différents pour refaire la campagne, fait que ça me permet d'explorer tous les vilains des différentes boîtes que j'ai. Puis ça permet de lier 4 parties entre elles dans une même soirée, de se donner une raison pour jouer plus qu'une partie. Puis c'est ça qui est le fun dans ce jeu-là, jouer plein de parties rapidement. J'avais The Rise of the Sinister Six qui était juste en arrière parce que c'est vraiment un mode de jeu différent. Mais Infinity Gauntlet, selon moi, meilleure extension de l'année 2020. Wow! Écoute, moi j'ai semi-triché pour celle-là. OK. Parce que je joue pas beaucoup d'extensions, mais j'en achète pas beaucoup non plus. J'ai pris un jeu qui est Standalone Extension. Fait que tu sais. Ça reste une extension, mais tu peux la jouer à part entière. Tu n'as pas besoin du jeu de base. Puis j'ai choisi Marvel United. X-Men. C'est drôle, c'est quasiment un crossover. C'est un demi-crossover. Fait que c'est la première boîte de base de la deuxième saison, si on veut, là, de Marvel United. Fait qu'ils ont repris le même système. Mais là, au lieu d'être dans l'univers Avenger, Marvel Cinematic Universe, on est surtout dans les X-Men. Fait que tous les mutants et tout ça. Puis moi, c'est ce que je préfère dans l'univers de Marvel, c'est l'univers des X-Men. Parce que c'est les bandes dessinées que j'avais quand j'étais jeune. C'était celle des X-Men, pas mal plus que celle des Avengers. Fait que j'ai toujours été trippé beaucoup X-Men. Puis il n'y avait pas beaucoup de jeux de société dans l'univers des X-Men. Je veux plutôt dire, il n'y a pas beaucoup de bons jeux dans l'univers des X-Men jusqu'à maintenant. Donc, j'étais content de voir qu'elle allait mettre Marvel United à la sauce X-Men. On dirait qu'ils ont un petit peu uppé la difficulté par rapport à la saison 1. Donc, quand même, la boîte de base, les vilains, ils sont pas faciles. La plupart, ça a pris comme 2-3 parties avant de réussir à les battre. Donc ça, c'est quand même bon signe dans ce genre de jeu-là. Le challenge est vraiment là. Les personnages ont des cartes maintenant qui peuvent partir au début de la game dans ta main. Donc, exemple Wolverine, il part avec sa carte de régénération. Fait que c'est un peu plus thématique avec son pouvoir. C'est sûr qu'il va pouvoir le mettre en jeu rapidement dans la partie mystique. Tu peux la jouer en héros aussi. Il y a des anti-héros dans celui-là qui sont des héros que tu peux jouer autant en héros qu'en vilain. Fait que Magneto,
mystiques font partie de ça. Fait que ça aussi, c'est le fun, ça donne plus de versatilité. Puis c'est aussi thématique parce que dans les bandes dessinées, ils ont un peu été des deux bords à un moment donné ou l'autre. Ils ont aidé les X-Men, à l'autre moment donné, ça a été des antagonistes. Donc c'est vraiment très intéressant. Cette boîte-là ajoute un mode 1 contre tous que je vous recommande pas nécessairement, qui rend le jeu beaucoup trop difficile. Quand un vilain prend les décisions, c'est beaucoup plus facile pour lui parce que c'est un jeu qui a quand même une part de hasard dans l'activation du vilain, mais tu en as besoin de cette part de hasard-là parce qu'elle est souvent à ton avantage. Des fois, le vilain s'active, il va aller à une place que personne, il fera pas mal à personne et tout ça. Fait que ça nous laisse des tours un peu moins violents si on veut. Mais si c'est un héros qui le contrôle, il a le choix entre 2-3 cartes, ben, il va tout le temps optimiser son tour, puis c'est quasiment impossible pour les héros. Là. Fait que c'est pas nécessairement pour ça que tu vas l'acheter, mais c'est vraiment pour plonger dans l'univers des X-Men. Puis j'ai hâte que les extensions, les stretch goals arrivent. Là, c'est censé arriver d'une semaine à l'autre. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Fait que mon extension de l'année, même si c'est un stand-alone extension, c'est Marvel United X-Men. Bon choix, bon choix. Je continue, on va tourner dans. Quoi que ça aurait pu être ça aussi, ce qu'on vient de nommer pour la prochaine catégorie. On s'en va dans le jeu familial de l'année. Donc, un jeu qui se joue bien en famille, qui se joue bien avec les enfants. Dans mon cas... Ah non, je vais te laisser commencer. Allons-y. Moi, j'hésitais entre deux longtemps, parce que c'est deux qui étaient très bons, puis je trouvais que c'est deux jeux qui étaient très grand public aussi. J'ai hésité entre Cascadia et l'autre que j'ai choisi finalement, qui vient juste de remporter l'As d'or au Festival de Cannes. Fait que je vais y aller avec Seven Wonders Architect. Donc, la version simplifiée de Seven Wonders, qui est sortie cette année. Une belle sortie, jeu qui a vraiment une belle production. Le matériel est impeccable. Tu as des espèces d'inserts dans la boîte. Chaque peuple, chaque nation va avoir tout son matériel, sa petite merveille en plusieurs pièces à l'intérieur de sa petite boîte. Donc, vraiment très bien pour la production, le matériel. Pour un jeu qui coûte une cinquantaine de dollars, c'est vraiment de la belle qualité. Puis le gameplay, pour vrai, c'est vraiment très simple. Puis tu te dis comment ils vont simplifier Seven Wonders pour garder quand même l'essence du jeu, le côté militaire, le côté scientifique, les points, les différents pouvoirs des nations avec les merveilles et tout ça. Fait qu'ils ont réussi à faire de quoi de vraiment bien. C'est sûr que ça reste un jeu grand public. C'est pas un jeu qui a de la grosse stratégie. C'est pas un jeu que tu as 10 000 choix à prendre à ton tour de jeu. En fait, tu as 3 choix. Est-ce que je prends la carte à gauche? Est-ce que je prends la carte à droite? Ou si je veux pas aucune de ces deux cartes, je prends une chance puis je prends la carte de la pioche qui est face cachée. T'sais. Fait que c'est ça ta décision à ton tour de jeu. Les cartes de ressources vont te permettre de construire les étapes de ta merveille, puis qui vaut quand même pas mal de points. Puis chaque faction va avoir un pouvoir qui est associé à certaines étapes de merveille. Fait que c'est genre le colosse... Le colosse de Rhodes, ben, il va te donner des points militaires. T'en as un qui va te donner... Les jardins de Babylone vont te donner des jetons scientifiques. Il y en a qui vont te permettre de gagner des cartes gratuitement, des trucs comme ça. Fait que c'est sympathique, c'est des petits pouvoirs qui sont simples à comprendre, qui sont tous écrits sur ta boîte aussi, sur ton insert. Fait que oui, c'est un jeu qui a beaucoup de hasard. C'est un jeu qui est vraiment facile à prendre. Puis je pense que ce qui en fait un bon jeu familial, c'est l'accessibilité. Puis moi, quand j'essaie de réfléchir à ça, je me dis tout le temps, est-ce que je serais capable de faire jouer genre ma mère à ce jeu-là, qui est vraiment pas une joueuse de jeux de société, qui joue à peu près juste à Scrabble, là, ou à Candy Crush, puis à Trivia Crack sur sa tablette, là. Mais je pense que ce jeu-là, elle serait capable de jouer parce que justement, tout fonctionne avec des icônes. Il n'y en a pas tant que ça à assimiler. Le concept est facile à prendre en main. C'est facile à embarquer. Ça joue jusqu'à 7 joueurs. Une partie, ça dure 20 minutes. Fait que c'est vraiment toutes des belles qualités, je pense, pour un beau jeu familial. Donc, pour moi, Seven Wonders Architect a vraiment rempli son mandat d'avoir une version simplifiée qui reste intéressante. Pour des joueurs qui sont moins habitués, puis initier des joueurs, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée. C'est mon jeu familial de l'année. Mais je l'essaye à un moment donné. Pas jouer encore. Je continue avec... moi, c'est un jeu que j'ai plus visé vraiment jouer avec des enfants dans mon aspect familial. Puis il y en a un, mon jeu, qui est de loin le plus sorti avec mes neveux, nièces de, disons, 12 ans et moins. Et même avec les enfants de Vincent, d'ailleurs, sur la chaîne, c'est Catapult Kingdom, qui s'appelle aussi Catapult Feud. Je ne sais pas exactement, ça va être sa version. Donc, c'est en plein ça. Fait que ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est archi simple.
quand on ouvre la boîte de base, puis il y a plein d'extensions qui existent si on tente de se lancer là-dedans, si on tente de faire des méga sculptures, on construit un château avec des blocs de plastique de super bonne qualité. Chaque joueur a 5 figurines qui vont aller cacher à l'intérieur de son château. On s'installe à peu près 1 mètre l'un de l'autre. On a une catapulte avec des espèces de balles en caoutchouc. Puis on se catapulte ça. On essaye de descendre les soldats de l'autre, tout simplement. Quand on rentre des extensions, bon, on a des trébuchets, des béliers, un bateau pirate. Il y en a un qui est un énorme volcan, tu vas mettre une boule de feu dans le volcan, puis qui va sortir d'un des côtés, puis tu vas essayer d'aller casser le château de l'autre. Fait que c'est archi simple. C'est très agréable à jouer. J'en ai fait la vidéo sur la chaîne d'ailleurs. C'est très agréable à jouer. Le matériel est d'extrêmement bonne qualité pour le prix qu'on paye parce que la boîte de base est une 35-40$. Puis à la limite, tes enfants, s'ils sont jeunes, ils peuvent faire des châteaux avec puis jouer. Là. Fait que c'est le genre de jeu qu'il y a, il y a quand même un vrai système. Tu as des cartes à jouer qui donnent des pouvoirs tout ça, mais généralement, dans le milieu de la première partie, les cartes prennent la barre, on se construit des châteaux puis on se tire dessus en essayant de se casser ça le plus possible. Si on a plein d'extensions, ben on fait des méga structures qu'on essaie de tout péter. Fait que jeu très agréable qui sort bien avec des enfants, que les jeunes vont aimer jouer et qui peuvent jouer très 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 longtemps avec ça. J'ai eu beaucoup de succès avec en sortant ce jeu-là pour différents enfants dans mon entourage. Fait que ça a été mon choix pour mon jeu familial de l'année, Catapult Kingdom. Wow! Ben, c'est le genre de jeu que justement c'est du plaisir brut là, avec les jeunes là, jouer à ça. C'est super simple, puis ils adorent ça. Tu pitches des balles partout, puis ça roule dans tous les sens, c'est très drôle. Donc, c'est que. Continuons. On enchaîne avec la 5e Méritas qui va aller au jeu de party et d'ambiance qu'on avait enlevé l'année passée parce qu'on n'en avait vraiment pas joué à cause de la pandémie. Non. Cette année, on en a joué, on a eu un peu plus d'occasion, fait que c'était pertinent de le remettre. Puis je pense toujours un style de jeu qui est important à avoir. Puis il y a tout le temps des beaux titres qui sortent à chaque année dans le jeu de party aussi, sur lesquels on accroche. Fait que c'est le fun d'amener ça de nouveau. Moi, je vais y aller avec le jeu Top 10. Je sais que c'est un jeu qui est étiqueté ici 2020 sur Board Game Geek, comme vous voyez, mais il est arrivé au Canada en 2021. Fait que je vais y aller avec ça pour pouvoir justifier que j'ai pris ce jeu-là. Ça ressemble beaucoup à Waveland comme principe, c'est-à-dire qu'on va essayer de quantifier des choses sur une échelle de 1 à 10 au lieu de les quantifier sur un cadran. Fait que ça revient un peu au même exercice mental. Fait qu'on va. C'est un jeu coop. Fait qu'on va essayer de passer au travers des cartes sans perdre toutes les vies qu'on a pour l'équipe. Donc sans se tromper. Dans le fond, on va avoir quelqu'un qui va être celui qui va deviner à chacune des manches. Fait qu'on va lire une carte. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi niaiseux que de faire un bruit de pète, du plus silencieux qui sont les petits chiffres jusqu'au plus, au moins silencieux. Là. Ça peut être d'imiter quelqu'un qui chante aigu versus quelqu'un qui chante grave. Fait que ça peut être des choses un peu drôles, un peu loufoques, ce qui est là, évidemment, dans le jeu de party, ça va mettre les joueurs dans l'ambiance. Puis dans le fond, après ça, chaque joueur va recevoir une carte numérotée. Entre 1 et 10. Puis dans le fond, si je reçois la carte 1, ben, il faut que j'essaye de mimer ou de chanter ou de dire une réponse qui va justement essayer de dire à personne que je suis dans le 1 sur l'échelle de 1 à 10 par rapport à la question qui a été posée. Fait que si c'est de chanter le plus aigu possible, ben là, je vais essayer de chanter aigu le plus que je peux parce que 1, c'est comme l'extrême dans l'aigu. Puis quelqu'un qui aurait la carte 10, ben, essayer de chanter le plus grave possible pour être justement celui qui chante le plus. Mais tu sais, celui qui a eu 7, faut qu'il chante grave, mais tu sais, pas trop grave pour pas qu'il pense qu'il est plus haut que ça. Fait que c'est ce genre de jeu-là. Puis après ça, une fois que tout le monde va avoir fait sa performance, dans le fond, ben celui qui devine, il faut qu'il retourne les cartes en ordre croissant. Fait qu'en disant, OK, ben toi, retourne ta carte, je pense que c'est toi qui as la plus petite carte, après ça, c'est lui, après ça, c'est lui, après ça, c'est lui. Puis là, ben si on se trompe dans l'ordre, on va perdre des points de vie, qui sont les petits jetons de licorne, qui vont devenir des petits jetons de caca. Puis ben, si on n'a plus de jetons de licorne, puis si on a juste des jetons de caca, on perd la game. Mais si on réussit à passer au travers du nombre de cartes, ben, puis on a encore des jetons de licorne, ben, on va gagner la partie. Fait que c'est vraiment efficace comme jeu de party. C'est le genre de jeu que tout le monde peut embarquer parce que c'est un genre de jeu de devinette, dans le fond. Ça reprend beaucoup le même principe que Waveland. Sauf que là, le fait d'avoir une échelle numérique, je trouve que c'est peut-être plus facile d'essayer de comparer les performances les unes par rapport aux autres versus la position du cadran. Fait que c'est super sympathique. Puis j'ai vu que cet été, il allait sortir la version Top 10 québécois
sur lequel nos amis d'Etu Game ont travaillé avec l'éditeur. Fait que j'ai hâte de voir justement des situations un peu plus québécoises, un peu plus culturelles reliées à nous autres. Fait que c'est clair que je vais vouloir me procurer cette édition-là pour voir les petites références culturelles qui seront ajoutées. Donc top 10, c'est mon jeu de party pour 2021. Super. Moi, dans mon cas, j'ai été avec un jeu que je qualifierais peut-être un petit peu plus d'ambiance. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui s'appelle Dive. Dans Dive, ce qu'on a, c'est un jeu quand même qu'on va qualifier, mettons, de gimmick. Là. Il y a un matériel particulier dans le jeu. C'est que dans le fond, on va avoir au centre du plateau une espèce de grande pile de tuiles transparentes sur lesquelles il y a des dessins de requins, de tortues, de poissons, de toutes sortes de choses. Puis l'idée, c'est que les joueurs derrière un petit paravent, ils vont essayer de prévoir, en plaçant des jetons de plongée, ils vont essayer de prévoir qu'est-ce qu'il y a sur les 5 premiers étages de ce qu'on voit sur cette tuile, sur cette pile-là. Fait qu'ils vont dire, moi je pense que le requin à gauche, d'après moi, il est sur le 2e étage. Là, ils vont mettre un jeton de requin sur leur 2e étage. Puis je pense que le requin à droite, lui, il a l'air d'être sur le 3e. Puis on essaie de prévoir comme ça. Puis après, on fait simplement révéler nos panneaux. On prend les tuiles une par une, on les enlève, on regarde exactement qu'est-ce qu'il y avait. Si je réussis à avoir du succès, je vais plonger de plus en plus profondément. Fait que sur un petit plateau sur le site, j'ai un petit plongeur qui descend selon le nombre de réussite que j'ai. Là, si j'ai réussi à prévoir qu'il y avait 3 trucs. Puis les petits jetons que je place derrière mon paravent, ils ont des valeurs numériques. Fait qu'il va y avoir des enchères qui vont se faire. Si je vois qu'il y a une tortue quelque part, elle va donner un bonus à celui qui a réussi à guesser qu'il y avait des requins ou non sur cet étage-là. Puis qu'en plus, il a mis le chiffre le plus gros. Fait que c'est un jeu super simple, qui a eu beaucoup de succès dans tous les groupes où je l'ai amené. Puis qui fait beaucoup rire parce qu'il y a une phase où tout le monde a le paravent. Puis là, on se promène avec une lampe de poche autour du truc pour essayer de voir, comme faux, sous tous les angles, à quelle maudite profondeur il est, ce requin-là. Il est à la 4e ou à la 5e tuile, je suis pas sûr. Fait que c'est très drôle, c'est très sympathique. C'est pas comment je dirais ça? C'est pas un grand jeu tactique du tout. C'est vraiment un jeu que tu te lances dedans juste pour avoir du fun. Puis essayer de voir si c'est un meilleur sens d'observation que les autres, finalement. Fait que c'est un jeu que j'ai trouvé super sympathique. Dive. Depuis, il est disponible en français aussi. Oui, c'est ton jeu d'ambiance de l'année. Ouais, mon jeu d'ambiance de l'année. Et c'est rare des jeux basés sur l'observation qui sont pas des jeux pour enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça là que j'ai trouvé le fun. Puis vu que, ils se jouent techniquement jusqu'à 4, mais j'ai joué la fois qu'on a joué le plus, c'était jusqu'à 8, où chaque parent jouait avec un enfant. Puis les parents, il y avait autant de fun que les enfants. Puis là, on était 2 dans la même équipe, jouer avec mon gars, essayer de voir qu'est-ce que t'en penses, c'est à tel étage, c'est à tel étage. Puis ils se jouent aussi bien juste avec des adultes. Parce qu'il y a un aspect, pas tactique, c'est pas tout à fait un jeu tactique, mais un aspect, c'est ça, d'observation, puis de déduction qui est quand même intéressant à l'intérieur du jeu. Ça reste un vrai jeu. C'est pas juste une gimmick, il y a un vrai jeu autour de ça qui est très réussi. Donc, t'as raison. On enchaîne avec la 6e catégorie. Donc, 6e Héritage, ça va être pour le meilleur jeu solo de 2021. Je vais te laisser y aller parce que c'est aussi moins ma tasse de thé, cette catégorie-là. Celle-là, jusqu'à il y a 3 semaines, c'était un autre jeu. Puis tout récemment, ça a changé. Il s'est fait voler le spot au dernier moment par un excellent jeu de cartes qui s'appelle Imperium. Il y a 2 boîtes qui existent qui sont classiques et légendes. Puis qu'est-ce que c'est Imperium? C'est ça. C'est un deck, c'est quelque chose qui mélange 2 de mes mécaniques préférées, 2 de mes trucs préférés dans le jeu de société, c'est-à-dire le deck building comme mécanique, puis la civilisation, la construction d'un empire, d'une civilisation comme thématique. Puis dans Imperium, ce qu'on a, c'est qu'on a un deck, on choisit notre peuple au début de la partie, puis c'est un jeu qui est asymétrique, c'est pas le bon terme, pas tout à fait le bon terme, mais c'est que chaque joueur, chaque peuple va jouer puis va avoir des objectifs complètement différents. Il y a une certaine asymétrie quand même. Il y a une certaine asymétrie. La mécanique, c'est la même pour tout le monde, mais les peuples vont fonctionner différemment, vont avoir des objectifs différents. Il y a les noms des decks ne seront pas les mêmes, puis il y a certaines règles qui vont changer selon le peuple que tu joues. Puis, si par exemple j'ai les Romains, je vais avoir mon roi, je vais avoir une carte spéciale, je vais avoir un deck de nation par-dessus, je vais avoir des cartes de développement que je vais faire. Puis après, c'est un deck building. Fait que je vais jouer des cartes à tous les tours, je vais aller acheter des cartes que je vais racheter dans ma main, puis les cartes que tu achètes, c'est des villages, des nations que tu vas conquérir, des sciences que tu vas développer, des philosophies ou des religions que ton peuple va développer, des trucs comme ça. Fait que c'est toujours très thématisé autour
d'une civilisation qui se développe. Mais il y a plusieurs twists intéressantes à l'intérieur de ce jeu-là. Premièrement, tu as un deck de nations que tu vas vider tranquillement, que tu vas rajouter tranquillement pour montrer que ta nation évolue. Puis ce deck de nations-là, c'est que tu vas prendre une carte que tu vas rajouter à ta défense à chaque fois que tu passes au travers de ton deck. Fait qu'à chaque fois que tu arrives pour piger une carte, comme dans tout deck building, puis là, je prends ma défausse, je rebrasse, puis je continue à piger. Mais lui, avant de prendre ma défense, puis de passer, je prends une carte de mon deck de nations, puis je la rajoute. Fait que tu veux passer au travers de ton deck le plus vite possible. Parce que quand tu as passé au travers de ton deck de cartes nations, puis tu les as toutes gagnées, ta nation n'est plus une nation barbare. La carte rouge que tu vois en bas à gauche, en la tourne de bord, puis on devient une nation civilisée. Puis là, il y a plein de cartes que tu peux avoir achetées que tu pouvais pas jouer du temps que tu étais barbare. Tu peux commencer à jouer juste si tu es civilisé. Fait que là, tu passes comme en deuxième vitesse dans ton empire, puis là, tu peux acheter des nouveaux types de cartes, des nouveaux types de cartes, tout ça. C'est comme si tu augmentais d'âge à Age of Empire, mettons. Exactement. C'est comme si tu développais ton nouvel âge, tu changes, puis là, ça te donne accès à des nouvelles cartes, ça te barre l'accès à des anciennes cartes. Tu as toute une stratégie autour de ça qui est intéressante que tu dois développer. Tu as 3 façons différentes de finir la partie, même 4. Puis il y a une chose qui est intéressante, la carte qui pourrit ton deck dans ce jeu-là, qui s'appelle Unrest à l'intérieur de ce jeu-là, il y a une mécanique qui fait que si on vide ce deck de cartes-là, le deck de cartes Unrest, si on le vide, la partie se termine immédiatement. Il n'y a personne qui se casse les points, puis celui qui en a le moins gagne. Fait que si tu vois que tu es en train de te faire planter, tu peux dire OK, moi j'essaie juste de prendre des cartes d'attaque puis d'en donner à tout le monde. Je ne gagnerai pas de toute façon avec les points. Mais sinon, tu peux essayer de marquer des points de différentes façons. C'est un deck building. Toutes les cartes que tu as vont avoir différents points. Fait qu'il est vraiment super bien réussi, super intéressant. Le thème est bon. Et pourquoi je l'ai mis spécifiquement dans cette catégorie-là, puis pas par exemple dans la catégorie de cartes qu'on va parler plus tard, c'est justement parce qu'à 2 joueurs, à 3 joueurs, j'ai joué puis je le trouve trop long. En solo, il brille, il y a un automa facile à gérer, tu as un petit mode campagne même que tu peux faire en solo qui n'existe pas en multiplayer. Puis en solo, vraiment, c'est là qu'il shine, tu te concentres sur ton tour à toi, c'est le fun, tu développes ton empire. Fait que si t'aimes le deck building, puis les civilisations, puis t'aimes les jeux solo, ce jeu-là, il est fait pour toi, ton nom est écrit dans le manuel. Fait que c'est mon choix de l'anneau. Imperium classique. Imperium, classique ou légende. Légende, les peuples sont un peu plus complexes. Fait que si tu veux voir si t'aimes ça, classique, c'est un bon point de départ. OK. Ouais, puis c'est le genre de jeu, une fois qu'il y a un système de fête, il pourrait sortir d'autres boîtes. Là. Ad vitam aeternam. Voilà. Moi, je ne suis pas un gros joueur solo. Je pense que les gens le savent sur la chaîne. J'ai joué peut-être à 3-4 jeux solo dans l'année. Fait que je n'ai pas joué des tonnes. Là. Mais moi, j'aime beaucoup les jeux solo qui sont souvent rapides, là, genre de 30-45 minutes. C'est pas trop long à placer. Fait que des petits jeux dans ce créneau-là. Puis un que j'ai découvert cette année que j'ai trouvé très sympathique, c'est Mini Rogue. OK. Donc, Mini Rogue, c'est un petit dungeon crawl solo qui peut jouer aussi à 2. Là. Il y a une variante pour jouer à 2. Fait que ça ressemble beaucoup à un genre de one deck dungeon. Peut-être un peu plus simplifié, un peu plus direct. Puis, c'est un jeu qui essaie de reprendre un peu le principe des jeux de... les roguelikes, là. Donc, en fait, le jeu de refaire, tu sais, tout le temps le même donjon, puis d'essayer de te rendre le plus loin jusqu'au boss final, là. Puis si tu meurs, mais là, faut que tu recommences. Fait que tu vas avoir une espèce de donjon dans lequel tu vas descendre. Puis chaque étage, c'est comme un carré de 9 cartes, là, 3 par 3. Puis dans le fond, à ton tour, tu commences ton étage sur la carte la plus en haut à gauche. Puis à ton tour, tu décides est-ce que je vais sur la carte à droite ou sur la carte en bas. Puis là, une fois que tu as choisi une des deux, ben là, tu vas résoudre la carte. Là, tu vas, si c'est un monstre, tu vas essayer de le combattre. Si c'est un trésor, tu vas essayer de le gagner. Si c'est un marchand, tu vas essayer de dépenser de l'or, acheter des trucs, upgrader des choses. Puis après ça, ben, tu vas encore une fois aller soit vers la droite ou soit vers le bas. Fait que tu vas tout le temps soit descendre ou soit aller vers la droite. Fait que tu vas te rapprocher de la dernière carte qui est en bas à droite, qui est soit la carte de l'escalier pour descendre à l'étage suivant. Puis à certains étages, ben là, ça va être un boss que tu vas devoir affronter. Fait que 3-4 boss à affronter dans une run. Fait que, tu sais, sur tous les étages, il va y avoir ce nombre de boss-là. Puis c'est un jeu de dés, là. C'est très classique Dungeon Crawl Ameritrash, là. Fait que quand tu vas combattre, tu vas lancer des dés, puis tu vas essayer d'obtenir les valeurs, puis de descendre les points de vie des monstres. Puis les monstres, s'ils survivent à ton attaque, ben, ils vont te contre-attaquer. Fait que là, tu vas perdre des points de vie. Puis tu vas essayer de monter de niveau. Quand tu vas monter de niveau, ben, tu vas lancer un dé de plus. Fait que là, ça va être un peu plus facile, réussir les combats, puis réussir les différents défis. Fait que, non, très sympathique. Tu peux gagner aussi certaines cartes qui vont te donner des genres d'armes, qui te donnent des rerolls, des trucs comme ça. Fait que c'est super sympathique comme petit dungeon crawl. J'ai bien aimé ça. J'ai joué plusieurs parties. Donc, beau petit jeu solo que moi fit dans le créneau de jeux solo que j'aime. Donc, Mini Rogue, belle petite production, une mini boîte, là, fait que ça se traîne un peu partout. Puis c'est quelques dés, quelques cartes. Fait que t'as des petits plateaux avec des cubes qui se promènent sur des pistes pour tes points de vie, tes points d'expérience, ces trucs-là. Fait que j'ai bien aimé mon expérience avec Mini Rogue. C'est mon jeu solo pour 2021.
Super. Continuons dans ce cas-ci. Là, on est rendu déjà au jeu de déduction, qui, je pense, n'était plus sur notre liste l'an dernier, puis on a ramené où il était là l'année d'avant, quelque Ouais, chose c'est comme une ça, je suis plus nouvelle certain. catégorie. Ça nous a été suggéré, ça aussi, par Ça certains aussi. abonnés. Ouais. Fait que je te laisse commencer. Donc, meilleur jeu j'allais dire de séduction, de Wow! déduction 2021. C'est là qu'on a notre premier crossover, notre vrai crossover. Moi, j'y vais avec à la recherche de la planète X. The Search for Planet X en anglais, qui est sorti même en français là, en 2021. C'est un jeu qui joue avec Ouais. une application. Fait qu'on va avoir à découvrir la planète X, mais on va aussi avoir à découvrir quels sont les astres dans chacun des secteurs du plateau. Fait qu'on a un plateau qui est divisé, une espèce de grand rond qui est divisé en 12 secteurs. Puis dans chacun des secteurs, il y a un objet céleste qui est caché. Ça peut être un astéroïde, ça peut être une comète, ça peut être une planète naine, une nébuleuse de gaz, ça peut être rien pantoute. Ça peut être la planète X aussi. Fait qu'on va avoir des règles logiques pour chacun des éléments. Donc les astéroïdes, ben, sont tout le temps adjacents à un autre astéroïde. Fait qu'ils vont être soit un à côté de l'autre ou les quatre un à côté de l'autre. Les planètes naines, ben là, elle peut pas être à côté de la planète X. Fait que là, si tu trouves une planète naine, tu sais que la planète X n'est pas dans les deux secteurs à côté. La nébuleuse de gaz est toujours à côté d'un secteur vide. Fait que là, t'as plein d'indices comme ça qui vont te donner des petites règles logiques pour t'aider dans tes déductions. Puis tu vas à ton tour prendre des actions. Il y a une espèce de piste de temps. Fait que chaque action va coûter un certain nombre de temps que tu vas avancer. Puis c'est tout le temps le joueur qui est en dernier sur la piste de temps qui va jouer. Fait que tu pourrais jouer plusieurs tours de jeu d'affilée si tu es encore le dernier après ton tour. Puis dans le fond, quand on prend une action, c'est qu'on va soit faire des recherches, on peut scanner un secteur 2 fois dans la partie, on peut aller faire des recherches, écouter des études pour avoir justement d'autres règles logiques qui vont être spécifiques à la partie. Et tout ça va donner plein d'indices pour éventuellement essayer de localiser et d'identifier quel objet céleste se cache dans chaque secteur. Et on va, à certains moments dans la partie, on va faire des hypothèses. Fait qu'on va placer des jetons cachés dans les secteurs qui sont nos hypothèses, qu'on pense quel objet se trouve là. Puis quand que ces hypothèses-là vont être révélées, ben, si on a raison, mais à la fin de la partie, ça va nous donner des points. Fait que tu sais, le but, c'est pas juste de trouver la planète X. Oui, la planète X, c'est ça qui donne le plus de points. Mais tous les objets célestes que tu vas réussir à identifier puis à placer tes jetons, ça va aussi te donner des points. Fait que c'est quand même un système de points que je trouve intéressant parce que ça récompense que les déductions que tu réussis à faire pendant la partie. Fait que c'est intéressant. Ça fait que c'est pas juste de trouver la planète X. Puis la planète X, pour la trouver, il faut aussi que tu identifies les deux secteurs qui sont à côté d'elle. Fait que tu peux pas y aller blind en partant le jeu puis dire la planète X, elle est là. Parce que, bon, vu qu'il faut que tu identifies les deux à côté, tes chances de l'avoir sont à peu près impossibles là, du premier coup. Là. Ouais, puis tu peux jouer un mode avancé, là, que tu as 18 secteurs au lieu de 12. Oui. L'application est super bien faite. Parce que chaque joueur, contrairement à d'autres jeux avec application, c'est pas une application pour tout le monde. Chaque joueur a l'application sur son appareil. Fait que ton information est privée. Tu peux retourner voir dans la mémoire de ce que tu as trouvé. Ça peut prendre des notes là-dedans. Fait que c'est vraiment très très bien fait ce jeu-là. Ouais, fait que j'ai adoré À la recherche de la Ouais. planète X, mon meilleur jeu de déduction. Ouais, moi, c'est un jeu que j'avais reçu début 2021. Fait que j'ai hésité à l'inclure dans ce top-là, étant donné qu'officiellement, il est sorti en 2020, mais j'ai quand même décidé de l'inclure, puis j'ai choisi la même chose. Fait que j'en parlerai pas en long et en large, là. Tu viens de le faire avec beaucoup d'éloquence. Donc, tu sais, un jeu de déduction supporté par une application coopérative qui est de la déduction pure, là. Ouais. Puis j'aime le système d'action, comment il fonctionne. Je vais avoir un indice précis, ben, ça va être plus long avant que je rejoue. Je vais avoir un indice plus vague où je vais avoir réfléchi plus, ben, je vais pouvoir en demamer plus souvent parce que ça va me coûter moins de points d'action. Espèce de façon dont tu tournes autour, puis c'est toujours celui qui est le plus en retard qui commence qui va être le premier à jouer. Fait que vraiment, si on aime les jeux de déduction logique pure, puis un jeu que j'ai pas encore gagné, soit dit en passant, j'ai joué 5-6 fois cette année, mais j'ai pas encore gagné. Donc, même, j'ai gagné une fois, mais en solo, dans le mode de Oui, c'est vrai, il y a un mode solo. il y a un mode solo aussi à préciser qui est géré par l'application. Fait que c'est le fun, tu as quand même l'impression que tu joues contre un vrai adversaire, étant donné que tu joues contre l'application. Fait que, donc, ouais, très bon jeu de discussion. Mon top également 2021. Oh, Je pense que c'est notre seul crossover d'après moi. premier crossover. Ouais, Marvel United, c'est approche. Ah, il y en a peut-être un autre. Il y en a peut-être un autre. Oh, Fait que ensuite, on a les jeux de duel. nouvelle Donc, catégorie, là, ça aussi. ouais, c'est aussi qui nous a été suggéré. Fait que là, un jeu qui se joue spécifiquement à 2 joueurs. Fait que là, moi, dans mon cas, j'ai vraiment pas été pour un jeu qui se joue à 3, 4 ou 5, mais qui brille plus à 2. Je parle des jeux vraiment qui sont conçus pour 2 joueurs, pas coopératifs, mais un face-à-face.
Dans mon cas, j'y étais avec un jeu à thématique légale où on reprend le procès d'une dame qui a hébergé les complotistes qui ont organisé l'attentat de l'assassinat de Abraham Lincoln, un jeu qui s'appelle Unforgiven, The Lincoln Assassination Trial, qui est moi, j'ai pas joué beaucoup à Seven Wonders Duel, mais qui est un Seven Wonders Duel 2.0, si on veut, là, pratiquement le même système de jeu. On va avoir des cartes face ouverte, des cartes face cachée. À tour de rôle, on va prendre une action où on va avoir à défausser l'une de ces cartes-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Soit on la met dans son engin à soi, puis elle va nous donner des icônes, puis des bonus qui vont nous permettre d'aller chercher d'autres cartes éventuellement. Soit cette carte-là, on la défausse pour faire de l'argent, soit on la défausse pour influencer l'un des jurés. Pour pouvoir influencer les jurés, il faut avoir accès à différentes icônes, donc il va falloir se bâtir un engin de son côté du plateau avant. Puis le but étant d'être le premier qui. Puis un peu à la Seven Wonders Duel, il y a différentes façons de gagner la partie ou de la faire terminer à tout le moins. Si on réussit à influencer un assez grand nombre de jurés, on va gagner la partie. Si on réussit à déclarer l'accusé coupable ou innocent, selon du côté qu'on a, on va gagner la partie. Puis on a aussi, s'il n'y a plus de cartes dans le jeu, on va avoir l'un des icônes, c'est des points de jurés. Puis si c'est nous autres qui en a le plus, fait qu'on peut faire traîner volontairement la partie pour qu'elle s'arrête à la fin puis qu'on gagne par ces points-là si on pense qu'on gagne de cette façon-là. Fait qu'on a beaucoup d'icônes, beaucoup de possibilités, dis-je, tactiques là, de qu'est-ce qu'on va faire pendant la partie. Il y a un système de dés que je trouve intéressant, qu'on peut aller acheter des dés puis ils sont déjà roulés, fait qu'on sait quelle face on achète, puis ils vont donner différents bonus, puis on peut prendre une chance puis dépenser des ressources pour relancer ces dés-là puis essayer de changer la face, mais là, on joue avec notre destin. Fait que c'est un jeu qui est assez simple à expliquer, il n'est pas extrêmement long à jouer. Puis pas mal tous ceux avec qui j'ai joué m'ont dit qu'il y a un sentiment, une vibe qui ressemble beaucoup mécaniquement à ce que Seven Wonders Duel va offrir, où on a une combinaison de cartes ouvertes, cartes cachées. Donc si je prends telle carte, je le sais que je te révèle 2 cartes à toi, fait que peut-être qu'il y a une carte là-dedans qui va se révéler que c'est exactement ça que tu as besoin dans ton engin. Mais c'est un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir, du bon matériel, puis j'ai trouvé ça le fun qu'au lieu d'aller chercher une thématique un peu, pas neutre, là, mais qu'on a vu dans 1 million de jeux différents, qui essaie d'aller chercher sur quelque chose d'original en allant chercher un procès extrêmement important dans l'histoire américaine. Puis il y a des notes historiques dans le livret d'instruction aussi qui vont présenter les personnages. Puis le visuel du jeu, il est historique aussi. Fait qu'on a l'impression d'avoir des peintures puis des images d'époque pratiquement sur les cartes. Fait que vraiment un beau succès pour moi cette année dans les jeux de duel. Unforgiven. Excellent choix. On l'avait joué ensemble d'ailleurs une partie. Oui, en effet. Moi, j'ai choisi un petit jeu de cartes qui est un jeu de pli à 2. Qui est le conflit interne du Dr. Jekyll. Donc, Dr. Jekyll versus Hyde. Donc, c'est un jeu de duel de pli. Donc, on va avoir un joueur qui va incarner Dr. Jekyll et l'autre qui va être Mr. Hyde. Et Dr. Jekyll va tenter de résister aux attaques mentales de Mr. Hyde, qui essaie de prendre le contrôle de son corps, évidemment. C'est basé sur ce fait divers ou cette histoire-là. Je sais pas, c'est un roman, j'imagine. C'est une nouvelle, ouais. Donc, on va avoir 3 couleurs de cartes qui sont numérotées de 1 à 7, puis on va avoir aussi des cartes de potions qui sont numérotées de 2 à 5. Puis dans le fond, on va jouer 3 manches, puis si à la fin de la 3e manche, Mr. Hyde s'est pas rendu à la fin de la piste, c'est Dr. Jekyll qui va gagner. Puis dans le fond, c'est que Mr. Hyde essaye de faire la plus grande différence de plis gagnés par les 2 joueurs à chaque manche, parce que c'est le nombre de cases qui va avancer sur sa piste pour essayer de gagner. Fait que Mr. Hyde, il va essayer soit de gagner tous les plis pour avoir la plus grosse différence, ou il va essayer de perdre tous les plis pour avoir la plus grosse différence. Alors que le Dr. Jekyll va tenter de garder l'équilibre. Fait que lui, il veut idéalement que les 2 joueurs gagnent 5 plis chacun sur les 10 pour que le jeton n'avance pas, ce qui est le mieux pour lui. Fait que c'est un jeu de pli où on va jouer les cartes une par une, puis dans le fond, on est obligé de jouer la couleur qui est demandée. Mais on peut aussi jouer des potions qui vont activer différents pouvoirs. Donc les potions vertes vont nous permettre de faire un échange de 2 cartes avec l'autre joueur. Les potions mauves vont nous permettre de voler un pli à l'autre joueur. Les potions rouges vont nous permettre de resetter la force des couleurs, parce que dans le jeu, quand on va jouer une couleur pour la première fois, on va placer un de ses jetons sur son jeton, en fait, sur le plateau. Ça veut dire que cette couleur-là, c'est la plus faible pour cette ronde-là. Fait que si jamais elle compte une carte d'une autre couleur, on va se fier à la priorité et les chiffres n'ont pas d'importance rendu là. Fait que ça devient quand même intéressant de jouer un peu avec la force des couleurs selon ce que tu as dans ta main pour essayer de gagner des plis un peu plus tard ou essayer d'en perdre un peu plus tard si tu as gardé la couleur la plus faible. Fait que faut quand même
faut quand même être conscient de ces éléments-là. Puis à chaque début de manche, on va aussi s'échanger une, deux ou trois cartes, dépendamment si on est dans la manche 1, 2, 3. Fait que c'est plein de petits éléments tactiques dans le jeu-là. C'est un jeu qui a plein de revirements de situation, qui est super tendu parce qu'au final, ça reste une espèce de souk à la corde. Là. On essaie d'empêcher le jeton, puis l'autre essaie d'avancer le plus possible pour gagner. Fait que j'ai vraiment adoré ça. C'est un jeu que j'avais découvert en janvier 2021 quand il est arrivé sur BGA. J'ai joué des tonnes et des tonnes de parties en ligne. Puis ça fait à peu près, même pas un mois qu'il est disponible ici au Canada. Là, fait que là, je l'ai en version physique. Fait que j'ai quand même joué plusieurs fois avec ma version physique déjà. Donc j'avais hâte qu'il arrive. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Si vous aimez les jeux de pli, si vous avez trippé sur The Crew, puis vous cherchez comme un équivalent en jeu de duel, ben c'est Jekyll versus Hyde. Donc pour moi, c'est mon jeu de duel de 2021. Un beau petit bijou. Alright. Bon choix. On va l'essayer éventuellement. Ouais, ça prend 15-20 minutes une partie, là, c'est vraiment pas long. Là. Donc, déjà, notre avant-dernière catégorie de ce premier segment, là, on a décidé de placer à ce moment-ci le jeu thématique. Donc, là, c'est sûr, ça s'interprète de différentes façons. Ça peut être soit la thématique la plus originale, soit un jeu dont la thématique est particulièrement bien implantée ou qui n'est pas exploitée comme à l'habitude. Dans ton cas, David, jeu thématique de l'année? Moi, je suis allé avec de quoi d'un peu funky, là, parce que, évidemment, j'y vais avec mes intérêts personnels. J'aime beaucoup quand on fait des jeux à thématique scientifique, mais des fois, c'est dur de bien intégrer des concepts scientifiques dans les mécaniques du jeu pour que ça fitte. Puis cette année, j'ai joué à un jeu qui a vraiment fait ça à merveille, puis c'est le jeu Genotype. Genotype. A Mendelian Genetic Game. Donc, c'est un jeu sur les lois de la génétique de Gregor Mendel, qui était un moine là, qui était dans un monastère qui avait fait des expériences sur les plants de petits pois. Donc, il croisait des plants de petits pois pour voir les caractères qui allaient sortir dans les autres générations. Puis c'est comme ça qu'il a établi les premières lois de la génétique. Donc, dans le jeu, c'est ça qu'on va faire. On joue les assistants de Gregor Mendel. Puis, on va essayer de faire pousser des pois, puis d'essayer de remplir des cartes avec différents plants de pois selon les gènes de chacun. On va essayer de ramasser des gènes pour pouvoir faire une espèce de set collecting pour pouvoir les scorer. Donc, c'est un jeu que le plateau est divisé en deux parties. Puis il y a une partie où tu as toutes les espèces de grilles de pounettes, là, les espèces de grilles qui font la distribution des différents gènes, là, selon si les gènes sont récessifs ou si les gènes sont dominants. Puis on va aller placer des dés à ces endroits-là, dans le fond, qui vont être les endroits où on va jouer par la suite, qui vont nous permettre, en fait, on va placer des workers. Puis après ça, on va aller recruter des dés selon les workers qu'on a placés. Fait qu'on a comme une phase de worker placement. Après ça, on a une phase de draft de dés. Puis après ça, ben là, on va avoir à gérer notre petit board personnel avec nos plans, notre jardin, puis les gènes qu'on ramasse, puis les points qu'on va faire avec ça. On peut s'acheter des genres d'upgrade, on peut s'acheter des cartes, des genres de des cartes technologie pour pouvoir avoir des petits bonus. On peut s'acheter des assistants qui vont te donner des pouvoirs passifs. Fait que c'est vraiment très cool comme jeu. Mais le fait d'avoir fait un jeu qui fonctionne avec les grilles de pounettes, les grilles de génétique, j'ai trouvé ça vraiment brillant et ça fonctionne vraiment bien. Puis si tu connais ces lois-là de la génétique, si tu as étudié un peu en sciences, puis tu connais ça, ben tu vas tomber en amour avec ce jeu-là, c'est certain. Puis c'est plus facile de comprendre le jeu aussi si tu connais ces concepts-là scientifiques. Fait que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un beau mariage entre le thème puis le bien exploiter les lois de la génétique dans un board game. Fait que ça y ajoute une belle couche d'un jeu d'éducation un peu. Là. Donc vraiment, non, j'ai été vraiment surpris par Genotype, que j'avais joué le proto à Gen Con en 2019. Mais ils ont fait vraiment un beau produit. Ouais. Donc mon jeu thématique, Genotype. Alright, dans mon cas, mon jeu thématique, je m'en vais complètement ailleurs. J'ai hésité entre plusieurs. Le choix final va probablement te surprendre, mais je pense que tu n'as pas joué encore. Fait que c'est un jeu de guerre, Deuxième Guerre mondiale, où je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui existent de Deuxième Guerre mondiale, mais il y a beaucoup de jeux très drables, ceux qui existent de Deuxième Guerre mondiale. Fait que j'aime bien les jeux qui réussissent à te mettre dans cette espèce d'ambiance de conflit-là. C'est également un jeu de duel, ça s'appelle Company of Heroes. Company of Heroes, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va avoir deux troupes qui vont s'affronter dans un théâtre de guerre quelconque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on va pouvoir choisir, on a les Anglais, les Britanniques, les Américains.
Il y a des troupes allemandes, il y a des troupes russes, tout ça. Puis on va se taper dessus, finalement. Fait qu'il y a un principe intéressant de côté, un peu comme les vieux jeux à la Command and Conquer, où on va construire des nouveaux bâtiments, déployer des nouvelles unités, on va recruter des unités qu'on va déployer puis qu'on va se promener. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose justement de très thématique quand on a la version de luxe du jeu où on a des gros bâtiments en 3D. Fait que nos troupes peuvent rentrer dans les bâtiments, on peut bombarder des bâtiments avec des coups de mortier, tout ça. Fait qu'il y a quelque chose de très guérilla warfare en pleine ville. On dirait que je me sens mal de parler de ça présentement, que je vais Ouais. arrêter bientôt. Je n'y avais pas pensé avant de le faire. Mais en tout cas, bref, thématique très réussie. Si on cherche un jeu de conflit guerrier, ouais, non, je vais passer au next. Fait que on dirait que présentement, il ressort moins bien. J'ai pas pensé avant de faire le tournage de vidéo. Mais au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, bref, je trouve que ça représente très bien ces tactiques de guerre-là, des unités qui se rentrent dedans. C'était bien ressorti dans le jeu, mais là, je parle spécifiquement si on a la version de luxe du jeu, parce que là, on a des énormes bâtiments qui peuvent servir de points stratégiques. Donc, Company of Heroes, mon jeu thématique de l'année. D'accord. Ça nous amène à notre dernière catégorie pour cette première Yes. partie qui va être notre 10e Méritas. On a décidé de le donner à notre surprise de l'année. Fait qu'un jeu qui est un peu sorti de nulle part, ou c'est un jeu des fois qu'on n'a pas beaucoup d'attentes, puis c'est comme wow, ça nous fait tomber en bas de notre chaise. Il y a un jeu qui n'était pas nécessairement dans les gros hype et des trucs comme ça. Fait que, moi j'ai choisi le jeu, c'est la version française des initiatives qui s'appelle Le OK. Projet. Donc À ce point-là, OK. c'est un jeu de Cory Konexkia. Je m'attendais à ce que ça soit bon, mais tu sais, c'est un jeu que tu sais pas trop c'est quoi. C'est un genre de jeu d'énigmes, d'enquête, de décryptage, mais tu sais, c'est un peu flou. Fait que tu sais, t'es comme, ouais, ça va sûrement être cool, ou ça va sûrement ressembler genre à un unlock ou un exit au final. Puis, tu sais, ça va être des trucs qu'on a déjà vus, des choses comme ça. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je suis comme, OK, non, il est allé trouver des affaires intéressantes dans. Ça reste un jeu de décryptage, ça reste un jeu d'énigmes, ça reste un jeu qu'il faut penser un petit peu en dehors de la boîte pour pouvoir trouver des fois certains indices, pouvoir résoudre les différentes énigmes. Puis c'est un jeu qui joue en campagne, fait que tu as plusieurs scénarios, tu as une douzaine de scénarios pour faire ta campagne. Puis dans le fond, tu as un. Oui, tu as tout le jeu d'enquête, le jeu d'énigmes, de trouver les indices, trouver des codes, tout ça, utiliser des clés de décryptage surtout. Mais tu vas aussi avoir un espèce de jeu sur un plateau. Fait que tu vas incarner un personnage, tu vas te promener sur le plateau, tu vas aller retourner des jetons d'indices. Puis les jetons d'indices vont te permettre d'aller retourner les petites lettres sur l'espèce de petit plateau qui ressemble là, à la roue de fortune là, que vous voyez sur l'image. Là. Fait que tu vas révéler certaines lettres, puis tu vas essayer de trouver l'espèce de phrase secrète ou l'espèce de mot secret. Puis des fois, l'espèce de phrase, c'est juste la phrase, c'est la question à laquelle faut que tu répondes pour gagner le scénario. Fait que faut que tu trouves la réponse après. Fait que tu sais, c'est un peu méta comme jeu. Puis tu as une espèce de gestion de main de carte qui se fait dans cette partie-là. Parce que tu vas avoir 4 actions. Tu sais, genre une action pour te déplacer, une action pour ramasser des jetons, une action pour révéler des jetons, puis une action pour libérer une carte d'action. Puis dans le fond, quand tu joues une carte, ben, les cartes sont numérotées de 1 à 12. Fait que tu joues une carte, tu fais l'action. Mais la prochaine fois qu'un joueur veut jouer cette action-là, il faut qu'il mette une carte plus haute. Fait que là, plus on joue, ben là, plus on met des cartes de plus en plus hautes sur les actions. À un moment donné, si on a mis un 12 sur une action, on ne peut plus la faire. Fait que là, il faut faire l'action regroupée, puis là, on vide cette carte d'action-là, puis qu'on peut recommencer à la faire. Fait qu'on a quand même une gestion assez serrée des cartes parce que le paquet s'épuise vite. Puis une fois qu'il est épuisé, ben là, on met des cartes de timing dedans, de temps plutôt. Là, puis ces cartes-là vont déterminer si ça peut déclencher la fin de la partie. Fait qu'on peut quand même se dépêcher à essayer de trouver l'énigme. Tu sais, le but, c'est pas de trouver toutes les lettres, c'est d'en trouver assez pour que tu puisses trouver la réponse. Puis là, quand tu penses avoir la réponse, ben là, tu la dis puis tu regardes si tu l'as eu ou pas. Puis si tu l'as eu ou pas, ben là, tu vas t'en aller à telle place dans la campagne. Là. Fait que si tu l'as eu, tu vas aller à telle page. Si tu l'as pas eu, tu t'en vas à telle page. Fait que t'as quand même juste une chance d'avoir la réponse. Euh, mais c'est vraiment intéressant. Puis les énigmes ont été assez différentes les unes des autres. Il y en a qui ont été. Ça a été des puzzles de logique avec des chiffres. Il y en a que ça a été des questions. Il y en a que ça a été de remettre d'une question, mais il faut que tu remettes la réponse en les lettres dans l'ordre, des trucs comme ça. On a deux, trois façons de décrypter des messages codés qu'on peut trouver un peu partout dans le jeu. Des fois, tu trouves une séquence de lettres comme hey, ça veut vraiment rien dire ce qu'on a trouvé là. Puis là, à un moment donné, tu continues, tu avances, puis là, tu trouves une autre clé de décryptage. Fait que là, ok, si je passe ce mot-là dans la clé de décryptage,
OK, ça commence à faire du sens, ça fait des mots, ça va dire d'aller chercher une carte cachée. Bref, c'est vraiment très cool comme jeu. Fait que non, une belle surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi hot. Puis j'ai juste joué 4 parties sur les 12. Là. Fait que j'ai hâte de le continuer puis de voir jusqu'où ça va aller. Fait que non, vraiment, vraiment trippant. Fait que le projet, que ça s'appelle en français, qui vient d'arriver pas longtemps ici au Canada. Là. Non, il est sorti, ça fait un petit bout en anglais, mais Ouais. en français, ça fait un peu de... alright, fait que j'y vais pour, dans mon cas, mon dernier show pour l'instant, la surprise de l'année. Moi, j'y étais avec Bullet Art, Mhm. qui est pour un mois, qui est un jeu qui est sorti de nulle part. J'ai joué presque strictement solo. Le mode compétitif il est intéressant, mais le mode solo et coopératif, je veux dire, que je trouve particulièrement agréable. Bullet Art, c'est un shoot 'em up. Fait que, tu sais, c'est un jeu qu'on se fait tirer des balles par un vilain. Là, je parle spécifiquement du mode coopératif. On se fait tirer des balles par un vilain, puis il faut éviter les balles et les renvoyer à ce vilain-là en suivant différents patterns. Puis, fait qu'on va se choisir une héroïne, parce qu'il y a juste des filles dans le jeu qui sont bien représentées, contrairement à Midara en début de vidéo. Fait qu'on va choisir une héroïne, et on va choisir l'une des héroïnes qui va être le boss. Fait que chaque personnage qui est dans la boîte de base se tourne pour pouvoir faire un boss. Et la façon dont on va jouer, c'est chaque joueur vient avec un petit deck de cartes qui est spécifique à son héroïne, qui représente différents patterns. Et là, je vais piger des balles dans un sac qui ont différents numéros, différentes couleurs, puis je vais aller les placer sur mon plateau personnel, comme on le voit à l'écran. Fait que, puis je vais aller les placer en suivant dans la bonne colonne selon la couleur et dans la bonne rangée selon le chiffre. Fait qu'il faut que je le place si je prends le 3 rouge, il faut que je le place dans la troisième rangée rouge. Mais s'il y a une des 3 premières rangées ou plusieurs qui sont occupées, ben, ces rangées-là ne comptent pas. Fait que si par exemple, il fallait que je place un 3 rouge dans la première range, dans la première colonne présentement, il se placerait dans le quatrième cercle parce qu'il y a déjà une place. Alors que si je place un 3 bleu, ben, il faudrait que je le place dans la dernière rangée parce que c'est le troisième spot bleu qui est libre, il est là. S'il y a des balles qui dépassent, qui s'en vont dans la ligne complètement dans le bas, ça nous fait des dégâts. Puis on a trop de dégâts, on est éliminé tout simplement. Puis avec nos cartes, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va avoir des points d'action, puis on va manipuler ces pions-là sur notre puzzle, sur notre grille, pour essayer de compléter certains diagrammes spécifiques qui sont sur des cartes. Fait que si j'ai un vert, puis entre mes deux verts, j'ai un rouge, puis un bleu, puis aussi j'ai trois chiffres pareils, un à côté de l'autre, etc. On voit dans le bas les différents diagrammes qu'on peut essayer de faire. Ça va éliminer des balles de notre plateau. Les balles qu'on élimine, on les renvoie au boss. Puis quand on lui fait suffisamment de dégâts, il enlève un bouclier. Il faut y enlever dessus le bouclier pour le battre. Fait que c'est un jeu qui est purement un puzzle solitaire dans lequel, quand tu joues en coopératif, il y a des façons d'enlever des balles de mon plateau pour te les envoyer à toi. Fait que des fois, oui, ça t'en rajoute une, mais ça peut t'aider à compléter un de tes diagrammes. Fait que là, on va se parler un petit peu pour avoir quand même une certaine collaboration dans ce qu'on fait. On va essayer de se timer pour attaquer le boss comme il faut ensemble, mais c'est purement un jeu de puzzle mélangé avec un peu de push your luck. Parce que c'est toi qui décides à la vitesse à laquelle tu vas piger les balles dans ton sac. Fait que des fois, tu vas dire, OK, j'en pige-tu une ou deux de plus avant de commencer à faire mes diagrammes, ou je commence tout de suite à me débarrasser de certaines balles au cas où je pige un 4 vert ou un 4 bleu pour être certain que je ne mange pas de dégâts. C'est un jeu qui est super beau, qui est très bon, mais qui est vraiment un petit puzzle personnel. Si on cherche des jeux abstraits de type puzzle, il est très intéressant celui-là. C'est vraiment une belle surprise pour moi cette année, suffisamment pour dire que j'ai commandé les extensions qui s'en viennent puis les composantes de luxe. Ouais, parce que les jetons de carton sont un peu Ils sont cheap. cheapettes un peu, mais là, on va avoir des jetons qui ont de l'allure, Les qui sont jetons en bois. censés arriver bientôt d'ailleurs. Oui, exactement. Ok, Bullet, ma surprise de l'année pour ce dernier jeu de notre premier segment. Bon, super ça. Donc, on aimerait ça connaître vos choix à vous. Donc, c'est quoi vos meilleurs jeux de 2021 dans les 10 catégories qu'on vient de nommer aujourd'hui. Fait que vous pouvez nous laisser ça en commentaire et on vous présentera les 10 autres catégories très bientôt. Donc, inquiétez-vous pas, on n'attendra pas très longtemps avant de publier la deuxième partie. Donc, merci LP encore une fois. Toujours plaisant de faire cette synthèse-là de l'année avec toi. Merci de l'invitation, ce fut toujours agréable, en effet. Et pour les gens à la maison, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme dans le coin pour vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao, faites attention à vous.